nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier. Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer. Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics. Ce coup-ci est bien plus en version audio, d'aucuns diraient même podcast. Pourquoi cela ? Eh bien tout simplement pour pouvoir inviter plus facilement des gens. À ce qui paraît, Noël c'est beaucoup plus convivial à plusieurs. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai invité Ecologeek. Bonjour. Bonjour Parode, Bonjour. Ça va bien ? ça va bien, tout va bien, on est moins de 6 dans la pièce, donc tout est correct. Ah bah oui, ça pour le coup, pour être moins de 6, moi je suis tout seul, je crois que t'es tout seul aussi, donc... Je suis tout seul aussi, j'ai même pas de cochon d'Inde avec moi, donc Oh là là. Donc en effet, ça devrait aller. Bah du coup, éventuellement, par contre, on est tout seul, mais je crois qu'on est sur écoute. Je crois qu'il y a des gens qui nous regardent un petit peu, donc éventuellement, est-ce que tu accepterais de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient éventuellement pas ? ouais, je vais l'accepter parce que je suis quand même pas si incognito que ça. D'accord. Ça fait déjà quelques années que je lis des comics, hein, depuis que je suis tout petit, on va dire. Je suis tombé dans la marmite Strange, Nova et Titan depuis les années 80. Je suis un vieux, hein, faut bien le dire. Bon, non, faut pas J'ai dire ça. continué à lire, si, il faut le dire. Il faut le voir en plus, mais ça c'est notre histoire. Et donc du coup, j'ai continué à partir des années 90 à commencer à lire un peu de VO pour changer un peu du français. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à écrire des articles sur des forums, notamment Buzz Comics, Mhm. qui est un petit peu connu dans le game du comics. Et puis en 2015, j'ai eu envie de me lancer dans un peu plus de marge de manœuvre que sur un forum. Et j'ai lancé 2 blogs, un plus généraliste sur les comics et un deuxième plus dédié à tout ce qui est la protection de l'environnement et l'écologie dans le milieu comics, mais un petit peu pop culture également, parce que tout est un peu lié et on peut difficilement ne pas parler de l'un sans parler de l'autre. Tout à fait. Donc le premier blog, c'est le cabinet des curiosités Marvel. Donc, tout à fait. Donc Et là, donc- je me lâche un peu plus. Mhm. C'est plus fun pour moi. Et Ça puis, demande beaucoup moins de temps. ouais. Et ton deuxième, bah du coup, c'est Ecologeek ou Planète Ecologeek. Ouais, Selon- j'ai fait ça pour éviter de me faire attaquer parce qu'il y a déjà des écologiques par ailleurs. Donc au moins avec ça, j'ai évité Ouais. éviter le souci. Oui, donc du coup, celui-ci nous demande beaucoup plus de temps pour chaque article. La preuve, cette année, j'ai peut-être dû faire 3 articles maximum. Bon, le confinement n'a pas aidé, mais bon, j'espère bien qu'en 2021, je pourrai revenir et réécrire des choses un peu plus longues, notamment sur le prochain article sur Ravage 1099, Voilà. qui devrait sortir bientôt. Eh bien, ça va être trop bien. Ouais, Ravage. Ouais. Bah, la série est moins cool, mais l'article devrait être bien. Bah, curieusement, il y a plus de choses à dire qu'on peut imaginer, mais bon, on n'est pas là pour parler de Ravage. Puisqu'on est là pour parler, eh bien, d'un canard qui en a fait quelques-uns des ravages lui aussi. Complètement. Un certain Howard the Duck, puisque du coup on a discuté un petit peu ensemble de quel titre on aurait pu parler. À un moment on a parlé même d'un comics de l'UNICEF, bizarrement. Ouais. Et puis finalement tu m'as rappelé l'existence de ce Howard the Duck que pourtant je possède même chez moi en papier et j'y avais pas pensé. Et Moi, j'ai d'autant plus honte de ne pas avoir pensé parce que c'est vraiment c'est vraiment sur Noël quelque chose qui est assez inédit de trouver quasiment le première vision de Noël de Marvel avec en plus quasiment un thème entier sur l'écologie. Donc c'est assez inédit et C'est ça. c'est vraiment la bonne surprise quand j'ai commencé à creuser sur un thème qu'on pourra avoir tous les deux. Oui, c'est sûr que là, Noël et écologie, là, vraiment, on va parler Ouais, je dis, que on va de y ça, aller, mais non. et sur une histoire qui est eh bien assez longue, Hum, puisqu'on est sur du 50-60 pages quand même. À peu près une grosse cinquantaine de pages. Ouais, puisqu'il s'agit en fait du Howard the Duck version magazine, le numéro 3, Hum. qui était donc un numéro spécial Noël, et qui d'habitude en fait possède plusieurs histoires en son sein, et là ils ont décidé de faire une seule histoire. Ouais, une grosse histoire de Noël. C'est ça sur 50 pages. Ouh, Oui, ça va être long, hein. Ça va ouais, peut-être qu'on soit un petit peu synthétique par moment. c'est ça, on va essayer un petit peu. Mais avant qu'on commence, je voudrais juste savoir si tu as bien aimé du coup l'histoire.
Bah ouais, écoute, j'ai bien aimé, hein. On sent que forcément, pour faire une grosse histoire, ils ont dû parfois un petit peu allonger la sauce. On Mhm. verra pour en parler un petit peu du passé de Howard. Mais sinon, grosso modo, ça se tient, on s'ennuie pas forcément. Et puis, c'est assez étonnant, ouais, de voir qu'il y a une thématique entière écologiste, surtout pas de la part de Mantlo. J'ai pas tellement l'habitude chez lui de trouver ce genre de thématique. Parce que, par exemple, je pense que même j'ai jamais chroniqué un seul de ses comics. Donc c'était assez, par du coup, de mon point de vue, c'était plutôt intéressant et puis plutôt sympa. Puis bon, Gene Colan au dessin, Oui, ça ne gâche rien. c'est sûr. Ensuite, Mantlo a fait quand même quelques. Enfin, Tu- sans aller forcément, si tu veux, que sur cet aspect-là, ça arrive de temps en temps qu'il en parle. Il me Ah bah tu vois, semble. je tombais sur un épisode de Rome 58 de mémoire qui en parle aussi. Mm, Mais je mm. pensais vraiment que ça viendrait plus de Gerbert, qui est à l'initiative de la création de Howard, que ça serait vraiment là-dessus, j'aurais tombé sur ce genre de scénario, mais en fait pas du tout. On est Non, sur Mantlo. c'est ça. Bah après, Mantlo a beaucoup repris aussi ce que faisait Gerbert, donc il y a peut-être aussi ce côté Hum. Cette vouloir volonté coller. de garder l'esprit de Howard, ouais, Mm, effectivement. mm. Bah moi pour ma part j'aime aussi bah, beaucoup ce numéro, comme je t'ai dit je l'ai en papier donc Hum. voilà. Sur des numéros comme ça qui sont assez vieux j'ai tendance à acheter ce que j'aime bien. Et voilà. Donc Ça du vaut mieux. coup, bah oui. Surtout que la place n'est pas extensible à volonté. Hum, hum. Mais ouais non du coup c'est un passage en magazine qui du coup fait perdre la couleur, mais on garde quand même un dessin très fouillé et ça reste très sympathique. On trouve encore l'esprit d'Howard the Duck qui est toujours présent. Je trouve que Mantlo arrive vraiment bien à le faire passer quand même. C'est un peu moins imaginatif que sous Gerbert quand même, et un peu moins acide, mais ça reste quand Ouais, même Howard. c'est un peu moins de parodie aussi, un peu moins, ça se base un peu moins sur l'univers Marvel qu'on peut avoir dans la première série. Oui. Ça se laisse plus de marge de manœuvre, puis ça évite aussi qu'il soit peut-être trop lié à l'univers Marvel où parfois il se perdait un peu. Mm, mm. Mais effectivement, puis noir et blanc en fait ne gâche rien parce que je trouve que pour Colan ça se prête beaucoup mieux. Parfois la Oui, couleur avait tendance à noyer son trait qui est assez, enfin qui est pas très précis quoi. Ça laisse une marge au niveau des limites de son coup de crayon. Moi je trouve que ça rend très bien. mm, mm. Tout à fait. Eh bien je te propose qu'on commence de suite la narration C'est parti. de cette histoire qui s'appelle Un Noël pour Carol ou A Christmas for Carol pour faire un petit jeu de mots avec Christmas Carol. Ah ah, Mm. chant de Noël. Et oui. Et donc du coup ça commence donc bien tout simplement dans un appartement, donc on voit qu'il fait très froid dehors, il neige, et à l'intérieur de cet appartement il y a Howard the Duck et ses quelques amis qui commencent un peu à préparer Noël. Mais il y en a un qui est pas tout à fait dans l'esprit des fêtes. Je te donne en mille qui c'est qui c'est. C'est notre canard qui a le blues du canard. Parce qu'il faut quand même rappeler que Howard the Duck a été exilé de sa planète, hein, qui était peuplée de canards, comme nous on est peuplé d'humains. Mm, mm. Et donc bah, il a le blues de sa planète pendant sa période de fête, et de ses amis, de ses parents. Et d'autant que c'est une période qui est un peu compliquée pour lui, mais ça on le verra un peu plus tard. C'est ça. Et donc du coup, c'est vrai que ça nous a un peu rappelé justement par sa tête et d'abord par justement les discussions des humains en fait. C'est Hum. d'abord via eux qu'on voit Howard. Et on voit d'ailleurs quelques humains des nouveaux qui commencent à arriver. Enfin des Ah oui. nouveaux. Ils sont connus, c'est des personnages qui sont là dans la série. Hum. Il s'agit de Lee Switzler et de Claude Starkowitz. Et Complètement. qui vient pour le coup avec un invité surprise qui C'est est. sa fille, hein. C'est C'est ça. sa fille qui arrive, qu'on n'avait jamais vue d'ailleurs, et qu'on ne reverra plus jamais non plus, hein, Non. sur cet épisode. Mais il fallait un personnage d'enfant, je pense, pour conter cette histoire qui s'y prêtait bien plus. Et voilà, ça Oui, permet oui. une ouverture pas de meilleure aloi par rapport à l'histoire de Noël, quoi. Mm, mm. Oui, oui, et puis elle va être un moteur très important dans l'histoire pour le coup. Complètement. Et donc du coup, justement, pourquoi est-ce qu'on l'a jamais vu avant? Eh bien tout simplement parce que ils sont divorcés pour le Et coup. oui. Et d'habitude, cette petite fille en fait vit justement avec son ex-femme. Ah oui, donc pour Noël, pour les fêtes, elle est avec son père, qu'elle ne voit pas souvent visiblement. Mm, mm. Qu'elle voit pas souvent et qui n'a pas l'air très enchanté d'ailleurs d'être là. Non, pas forcément. Elle fait un peu la gueule, hein. C'est une pré-ado, mais elle fait quand même la gueule pour Noël, hein. Ça se voit. C'est ça.
Et du coup, ça intéresse Howard puisque lui aussi faisait la gueule juste avant. Ouais, ouais. Et donc, du coup, il sent un petit peu attiré. Il se demande un peu de quelle manière il pourrait la dérider, on va dire. On Mm, sent bien mm. qu'il tourne autour, il lui parle pas, mais ça le travaille, ça c'est sûr. On sent bien que le fait qu'elle soit complètement absente de cette fête de famille, ça lui parle. C'est ça. Et surtout que là, il y a un toast qui commence à être porté. Mm. Et un toast où justement, on nous explique que justement toute cette petite communauté justement a connu pas mal d'événements qui les ont un peu Mm. rapprochés, confère la première série de Howard the Duck. Complètement. Et du coup, ils sont pas juste des amis, mais une famille. Et alors là, c'est le mot qu'il fallait pas dire. Ouais, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et la gamine, Carole, donc prend une des boules du sapin de Noël et la smash contre le mur en disant qu'elle déteste elle déteste Noël, qu'elle déteste son père, c'est pas une famille, et elle s'en va, elle claque la porte. Elle part dehors. Et donc son père donc commence à prendre ses affaires pour aller la récupérer, ce qui est parfaitement normal, mais Howard lui dit non non laisse, je vais le faire de toute façon, j'avais envie de faire un petit tour et tout ça. Et donc du coup on retrouve Howard du coup à l'extérieur qui ramène quand même le manteau à la gamine, c'est plutôt pas mal vu la température dehors, et commence donc un petit peu à discuter voilà, sur des sujets un peu durs, hein, mine de rien. Ouais, un peu dur, parce que c'est vrai que mine de rien, on est quand même dans les années enfin, fin des années 70, hein, début 80. C'est un peu toute une génération. Le divorce a vraiment été plus généralisé dans ces années-là, et on sent bien que c'est un thème. Bon, je sais pas si ça parle à Manteau en particulier, mais c'est quand même rare de parler de la place de l'enfant dans une séparation, et on sait bien quelque chose qui apparaît dans ces années-là, quoi. Et donc Mm, Howard mm. commence à discuter de ce petit traumatisme qu'elle vit on va dire, au quotidien, quoi. C'est ça, Séparation de ses parents. c'est ça. C'est sûr qu'on n'est pas dans Génial, mes parents divorcent, par exemple. Non, 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 c'est pas encore digéré, c'est pas socialement digéré à l'époque. Je pense que les enfants divorcés étaient peut-être pas encore très très nombreux, et c'est un mode de vie qui n'était pas encore suffisamment, je pense, répandu pour que les enfants le vivent un petit peu mieux Mm, mm. C'est ça. Là, que maintenant. c'est vraiment personne s'intéresse à moi. Vraiment, C'est ça. voilà, je n'appartiens à nulle part, un peu. Mm. Et donc du coup le fait d'être conforté par Howard the Duck, qui lui non plus est est un personnage qui n'appartient nulle part, puisque comme tu le répétais si bien, c'est quelqu'un qui vient tout simplement d'un autre monde, qui vient de Duck World, donc qui est Mm. un monde eh bien, où tout simplement, tout comme dans la planète des singes, et bien là ce coup-ci c'est les canards qui dominent la planète. Et, euh, et donc du coup il a un peu de mal à s'intégrer à cette nouvelle planète. Et justement on a le droit à plein de flashbacks sur le Noël à Duckworld. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est peut-être ça qui fait un petit peu, je veux dire, remplissage, même si quelque part ça donne une idée de l'enfance de Ward. Mm, mm. On voit qu'il était, c'était le premier de sa famille, donc c'était le chouchou au démarrage, puis tout doucement il a eu un petit frère et une petite sœur, il est devenu beaucoup moins le centre d'intérêt de ses parents, et c'est là où il a commencé un petit peu à détester Noël, parce qu'il était un peu mis de côté par l'arrivée de ses frères et sœurs, quoi. C'est ça. Et donc du coup on a par exemple Carole qui balance des petites phrases comme au moins t'avais des gens qui t'aimaient. Et du Mm. coup Howard qui du coup joue vraiment le rôle pour le coup d'un vrai adulte et qui est là, mais non mais t'en fais pas, ton père et ta mère ils t'aiment quand même. C'est eux-mêmes qui s'aiment pas trop. Toi ils t'aiment quand même. Tu vois, Mm. il y a plein de choses qui sont comme ça, qui sont assez bien arrivées. Et Howard continue un petit peu le récit, tout simplement. Là, on arrive un petit peu dans son Son début adolescence, quoi, d'adolescence, ouais. ouais. Pour justement, eh bien, tenter toujours de réconforter Carole. Ouais, il est toujours au même point en fait, qu'il rejette Noël de la même manière parce qu'il est toujours un peu, il se sent toujours un peu mis de côté par rapport à son petit frère ou sa petite sœur, Mm, mm. et donc il quitte la pièce un peu de la même manière que Carole a pu quitter la pièce avant, et il part dans la nuit de Noël, dans la neige, tout en essayant de penser à autre chose. C'est ça. Et aussi, apparemment, pour aller récupérer, pour aller retrouver un groupe, un gang, comme il dit, Ouais, un gang, ouais. pour aller donc au concert. Mm. Et c'est là que en fait il retrouve, enfin il passe devant une vitrine et en fait Là, il voit dans un magasin de jouets la voiture que son père lui avait achetée il y a quelques années, enfin le même modèle en c'est tout ça, cas. Ça lui rappelle tellement de souvenirs qu'il repart à la maison, enfin, repart chez lui pour passer Noël avec ses parents et ses frères et sœurs. c'est ça.
Et donc, cette discussion, finalement, je pense, aurait pu porter ses fruits un petit peu à la longue. Euh, Ça aurait pas été aussi rapide que ça l'est dans le reste de l'histoire, mais je pense que ça aurait quand même pu marcher. Mais ben, il se trouve que l'histoire va prendre un tournant un peu inattendu, puisque Oui, là, puisqu'on on est quand même sur à peu près une dizaine de pages quand même qui passent comme ça, on- et il y a quelque chose qui tombe du ciel. qui arrive enfin, on va dire, du coup, un traîneau avec des rennes qui débarquent du ciel et qui manque d'écraser les deux personnages, et qui s'écrase lamentablement sur le sol. C'est Donc le ça. traîneau et les rennes, c'est effectivement ceux du Père Noël, même si c'est pas le même. Ce nom-là qui est utilisé plus ou moins, ça reste le Père Noël dans toute sa splendeur, avec le costume rouge, le traîneau, les quatre rennes. Et donc heureusement donc personne n'est vraiment blessé, c'est tant mieux, mais Oui, même pas les reines. Et donc du coup on voit justement Howard qui va donc aller sauver, donc en gros relever le Père Noël, même si bon bah sa barbe elle tient pas trop apparemment. ouais, ça fait un Et peu personnage factice. c'est ça. Et Carole, elle commence à essayer de ramasser les jouets qui sont tombés pour les ramener et tombe sur un lutin ou un elfe, comme il préfère apparemment se faire appeler, qui est tellement petit qu'il est caché sous un cadeau. Complètement. C'est un, oui, même qu'il était originaire de Floride. Donc c'est C'est un ça. elfe de Floride, c'est quand même assez original. Mhm. Et tout le monde tente de réunir les cadeaux et tout le monde s'explique, surtout on est assez surpris de voir tomber du ciel des personnages aussi atypiques. C'est ça, mais surtout on apprend que du coup c'est pas la faute des rennes, les rennes vont bien, ils sont en parfaite santé. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont plus d'essence. Et ouais, ils sont en panne sèche totale et donc ils ont rien pu faire que de s'écraser. Alors le petit elfe qui vient de Floride s'énerve en disant qu'ils auraient dû trouver des combustibles renouvelables, qui se sont tout mis dans le pétrole et que c'est pour ça qu'ils se sont fait avoir cette fois-ci. Et donc C'est bah, ça. tout le monde est surpris en disant comment ça se fait que le traîneau tourne à l'essence. Et bah, le LEF commence à expliquer que c'est à cause de la SPCA, qui est en fait une SPA à l'époque, qui du coup existe toujours, hein. C'est pas la Mhm. PETA, hein, c'est encore une autre association de défense des animaux. Donc il les a obligés à passer des rennes à un système de vapeur, mais quand il y a eu un espèce de commercial qui est venu dans le pôle Nord pour les démarcher, qui leur a dit de passer sur de l'essence, hein, que C'est c'était ça, bien moins cher sur et du qu'il n'y avait pas de gasoil. problème. Il fallait sur du gasoil, donc il fallait y aller. Mhm. Euh, bon, sauf que du coup, malheureusement, là actuellement, le titre a été écrit en 1979. On est sur la seconde crise pétrolière à cause de la révolte en Iran. Tout à Donc fait. le pétrole augmente d'une force monstrueuse et donc effectivement, ils en sont à avoir des gros soucis d'énergie tout simplement. Ils sont en pleine crise énergétique comme l'ensemble de la planète. Le petit elfe dit qu'ils auraient dû tout investir L'énergie dans solaire l'énergie pour le coup. éolienne ou solaire. Le solaire revient souvent, mais il parle un petit peu quand même de l'éolien à un moment donné. Après, je pense que justement c'est pour ça que c'est dit qu'il vient de Floride, c'est pour ça qu'il parle tout le temps du soleil, parce Ah, que complètement. voilà, Il dit lui-même qu'il est solar power, donc en fait c'est un elfe qui marche à ah, l'énergie solaire. c'est ça, c'est un elfe renouvelable. Mon Dieu. C'est ça, un elfe déjà renouvelable. Mhm. Et donc du coup, Howard est là, bon bah, je vais quand même essayer d'utiliser du coup ces personnages pour essayer de faire croire à Noël à la petite Carole. Hmm. Il lui Et croit donc, pas beaucoup, hein. C'est vrai qu'un Père Noël avec une perte factice et puis c'est ça. un elfe solaire, il lui croit pas 2 secondes. C'est ça, et donc du coup, c'est pour ça qu'il décide un peu de les aider, là où, Hmm. bon, il aurait peut-être un peu passé son chemin sans ça. Et donc du coup, bah, comme il travaille donc dans une compagnie de taxi, d'ailleurs, dans les personnages qui sont arrivés, donc il y a le chef de cette compagnie de taxi, qui est Lee Swizzler, donc, qui est le père donc non, l'oncle de Beverly, donc Hmm. l'humaine chez qui Howard est fréquemment. Voilà. Et donc du coup, il décide d'amener le traîneau jusqu'au, on va dire, au dépôt de taxi pour tout Hmm. simplement récupérer un peu Faire le d'essence, plein. Faire ouais, le et plein. faire repartir le traîneau. Ils ont Euh, un peu de mal, hein, parce qu'il faut qu'ils montent une côte avec un traîneau et 4 rennes qui sont à l'intérieur, plus l'elfe qui dit qu'il a un contrat qui l'oblige à ne pas se faire exploiter, donc à rester à l'intérieur. Il ne va pas aider, il ne va pas pousser. c'est ça. Et ils se retrouvent sur une super glissade et ils atterrissent lamentablement sur toute l'installation
comment dire, de là où travaille Howard, Oui, c'est ça, du sur le garage, garage. hein, ouais. Et Mm, donc ils exposent tout juste, enfin, ils passent juste à côté de la pompe à essence, ils ont du bol. oui. Ils réussissent quand même à faire leur plein malgré toutes ces péripéties. Ouais. Un plein quand même qui est à $200, hein, ce qui, j'ai regardé à peu près, ça équivaudrait à peu près à 700 € aujourd'hui, hein, donc ça fait un bon plein. C'est ça, comme tu dis, crise pétrolière Complètement. qui bat son plein pour le coup. Bah, Et, surtout pour les Américains, ça a toujours été compliqué, hein, parce que jusqu'à présent, pour les Américains, l'essence était très très peu cher. mhm. En France, ça a été un peu moins le cas parce qu'il y a beaucoup de taxes et qu'il fallait nous forcément l'importer. Mais pour eux, c'est en plus vraiment une nouveauté. C'est vraiment un impact dingue pour eux d'avoir une telle augmentation au niveau de l'essence. Mhm. Oui, surtout qu'en plus, tout ce qui est aussi trouver du pétrole et tout ça, ça pouvait se faire localement à une époque. Mm. C'est dans leur histoire aussi, qui n'est pas si vieille, donc tout ce qui est dans leur histoire prend une importance un peu folle. Exactement. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, tadam, le vaisseau, C'est bon. Ouais. traîneau, pour le coup, Mm. est prêt à repartir. Et, du coup, eh bien, le Père Noël veut pas laisser justement avec cette ardoise de $200 sur Howard et lui dit que du coup tu viens avec moi au pôle Nord, je te file de l'argent. Mm. Ce qui est pas mal, déjà. Oh non, il est plutôt honnête. Un Père Noël honnête, il n'y a pas de souci, hein. C'est même le Père Noël en l'occurrence. Bon, Howard est un peu dubitatif, hein, il se demande même si ça vaut la peine. Mais bon, c'est surtout pour Carole qu'il accepte de façon à peut-être lui prouver qu'il y a un esprit de Noël malgré tout et qu'il y a une chance qu'elle puisse être heureuse malgré Mm, mm. malgré le fait qu'elle soit un peu triste du divorce de ses parents. Donc ils embarquent tous vers le pôle Nord pour aller voir l'atelier du Père Noël. C'est ça, donc là pour le coup on a bien un gros whoosh, puisque du coup on est sur un vaisseau traditionnel. Et du coup on arrive très très vite au pôle Nord. Et là, c'est vrai que Howard est un petit peu sur le cul, puisqu'il y a vraiment un atelier, un espèce de petit village, un espèce de petit fortin, et même si on regarde un peu au loin, oh tiens, une centrale nucléaire. Ouais, ce qui ressemble à une centrale nucléaire. C'est assez curieux, c'est ce qui ressort presque au début. C'est même un peu spoiler dès le début, mais voilà, on sent qu'on est dans quelque chose qui n'est pas tout à fait le Noël classique. C'est ça. Mais après, pour le coup, je te l'avoue, la première fois que je l'ai lu, en fait, je l'avais pas remarqué, en fait. Ah ouais? Ouais. Ah, moi j'ai vu que ça, parce que moi je être un peu déformé. Bah peut-être. Mais vraiment, je ne l'avais pas vu, en tout cas en version papier. Vraiment, ça ne m'était pas resté. Par contre, ce qu'on voit assez vite, eh bien, c'est que y a un souci à l'atelier, puisque tout le monde est dehors, même la mère Noël, tous les jouets sont vivants et dehors, et justement, tous un peu dépités et tristes. Oui, parce qu'il y a une espèce de. Ce qu'on leur raconte, c'est qu'il y a une espèce de putsch, hein, que l'un des du Père Noël a mis tout le monde à la porte et a pris les rênes de l'atelier du Père Noël, C'est ça. mettant plus ou moins en esclavage une partie des elfes, hein. C'est ça, qui s'appelle donc Pinball Lizard. Ouais, C'est un... une référence à Pinball Wizard, qui est un personnage dans une chanson des Who, dont Elton John était le personnage principal, enfin était le représentant, quoi. Ouais. Et donc du coup, au début, donc voilà, Howard en entendant ça est prêt à repartir, mais Carol est justement vraiment vraiment à fond maintenant et croit à mort à l'esprit de Noël, et donc du coup, voilà, elle veut absolument aider. Et elle se dirige un petit peu tout de suite vers la porte, et Howard, il a un petit dialogue avec ses démons et ses anges intérieurs Voilà. pour voir un petit peu ce qu'il faut faire. Ah oui, bon, il a un gros dilemme, enfin un gros dilemme. Justement, si ça vaut la peine de s'embêter pour un truc pareil, mais bon, au final, il y va. D'ailleurs, laissant les deux anges, enfin là, l'ange et le diable discuter entre eux, et puis C'est ça. il prend sa propre décision d'aller aider Carol et d'aller, malgré une espèce d'opération suicide, d'aller quand même contrer ce Pinball Wizard pour redonner enfin les rênes les rênes de l'atelier au Père Noël de nouveau. C'est ça, puisqu'on apprend aussi un petit peu le plan du Pinball Wizard, donc qui est un petit peu de faire de la production de masse tout en abaissant donc la qualité, tout en faisant en fait un peu tuer à la tâche les employés, Voilà. et en fait tout en continuant du coup à faire garder l'entrain, donc malgré une qualité donc moindre, donc avec beaucoup de marketing pour le coup, et on est tout à fait dans du Howard the Duck. Oui, complètement. Une grosse critique de la société de consommation, des produits masse, enfin, des jouets produits en masse, mais produits
de grande consommation. Là, on est complètement effectivement dans du What the Duck. C'est ça. Et du coup, Carole, elle, de son côté, pense qu'il suffit de croire, justement, pour pouvoir un peu faire tomber cette porte et rentrer donc dans l'espèce d'atelier Fortin. Mais Howard est un peu plus pragmatique et, avec l'aide d'un jouet canon, et bien tout simplement défonce la baraque. Et seulement, ils n'avaient pas pensé à ce qui se passerait une fois qu'on avait ouvert la porte et qu'il y avait, un peu Des espèces, tous les gardes là. On pourrait trouver dans le Seigneur des Anneaux des espèces de gnomes immondes avec des fouets et des sabres qui protègent cet atelier. Et bon, malgré tout, les autres jouets vivants réussissent à prendre le dessus, à attaquer et à sortir victorieux de cette bataille pour la tuerie du Père Noël. C'est ça, oui, il y a une grosse bataille donc avec des soldats en bois, des avions aussi donc qui commencent à mitrailler un petit peu à la King Kong. Des ours en peluche c'est assez féroces. Et même le Père Noël va dans la mêlée. Hein. Ah ouais, il y va. Et justement, on voit aussi donc le Pinball Lézard en fait qui s'en va donc dans un aéronef qui n'était pas loin. Oui, ce qui est assez curieux d'ailleurs que ce soit un aéronef, parce que c'est peut-être les choses par rapport à ce qu'on verra après, on imaginerait plutôt un avion, quelque chose qui fonctionne avec une énergie beaucoup plus polluante. En fait, non, il part un aéronef, mais en tout cas, il part. Après, je pense que c'est pour la case justement où on le voit qui tire à travers les fenêtres de l'aéronef. Tu sais, on a pas mal de références comme ça, d'images en fait qui nous viennent dans la pop culture avec ce genre d'images, je pense. Ouais, peut-être. Et puis c'est toujours classe de faire un dirigeable aussi. Et puis c'est en imposant de loin. Ouais. Donc il part vers cette fameuse usine nucléaire qui est implantée au pôle Nord, qui a été encore un mauvais choix du Père Noël qui à l'époque on a fait miroiter que c'était la meilleure solution et qu'il fallait mieux qu'il investisse dans une usine nucléaire pour ses besoins d'énergie plutôt qu'une usine solaire, encore une fois, ce qui revient au niveau des petits elfes. Donc ça a été encore un mauvais choix de Père Noël, entre ça et l'essence, il s'est planté, quoi. C'est ça, et il nous parle même que du coup, cette centrale nucléaire, ça pourrait faire quelque chose d'horrible, puisque ça pourrait carrément détruire le monde. Ouais, donc il parle d'Antarctica Syndrome, qui est une référence au Chanez syndrome, qui était un film principalement, c'est connu pour ça, un film de catastrophe où une centrale nucléaire a du mal au niveau de son système de refroidissement, et le cœur de chauffe des combustibles part dans une fusion qui n'a pas de fin. Et donc, on imagine que si le cœur continue à chauffer comme ça, il finira par faire fondre la croûte terrestre et arriver, entre guillemets, symboliquement en direction de la Chine, ce qui ne se fait pas. En tout cas, ce qui pourrait surtout déclencher une réaction au contact de la couche d'eau, donc une nappe phréatique sur des gros nuages radioactifs qui viendraient polluer l'ensemble, au moins du territoire, si ce n'est de la planète entière. C'est ça. Ça a été un bon succès quand même ce film, on oublie un petit peu, avec Michael Douglas. Il a quand même été à Cannes en 1979, donc ça a beaucoup marché. Oui, ça a bien marqué les esprits parce qu'on parle beaucoup du Chanez syndrome pendant les années qui viennent ensuite. Oui, là c'est même un point, là on est tout début 80, le film est sorti en 79 comme tu le dis. Exactement, c'est très frais, sachant que le comics a dû être écrit en 79 aussi, puisque le temps c'est pour ça que c'est intéressant les comics par rapport au franco-belge, c'est qu'on a une réactivité très très importante et les événements qui ont lieu une année X, 3 mois plus tard, peuvent être transformés en histoire. Par rapport au franco-belge, c'est vraiment un plus. C'est ça. Après, c'est intéressant, on voit une usine, ce qu'on n'imagine pas, une usine nucléaire au pôle Nord, et en fait, il y en a eu. Il y en a eu dans les années 70, des petits sites, soit scientifiques, soit militaires, mais il y a eu quelques petites centrales nucléaires à petite échelle. Même à cette période-là. Donc, elles ont été arrêtées assez rapidement à la fin des années 70, mais c'était pas complètement délirant. Il y en a eu. Ce qui était un peu plus délirant, c'est l'explication du comics, puisque à la fin on nous explique que justement si cette fusion, on va dire un peu permanente, continue, ça peut en fait descendre donc jusqu'à l'autre bout de la planète, comme tu avais dit, à l'Antarctique. C'est ça, et là on nous montre carrément donc une planète qui est comme un ballon en fait qui serait percé, dont tout l'air s'échappe. Tiré dans tous les sens, et voilà. on entend dire que la planète est foutue.
Bon, ce qui serait pas le cas, quoi qu'il arrive, mais là, on est dans un truc un peu plus Oui, humoristique à la Howard. oui, bah, on a les jouets magiques qui peuvent combattre, hein. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, au début, on se demande un peu ce qu'on va faire, et un peu tout le monde décide d'aller combattre. Howard, pas vraiment, finalement, et Non, puis il a encore une bah, prise de conscience, puis tout compte fait, malgré. Alors, c'est son ange et son démon tentent de le convaincre, au final, ils finissent par s'engueuler l'un l'autre. Et puis Howard, par exemple, ok, je m'en occupe, c'est ça. j'ai pris ma propre décision et on va aider le Père Noël à combattre, on ne sait pas encore qui, mais en tout cas, à éviter que la centrale n'explose et ne fonde jusqu'au cœur de la planète. C'est ça, surtout qu'en plus ils ont des renforts, puisqu'en fait, eh bien la population inuit, en fait, simplement qui vit ici, en fait, vient les aider. Mm. Justement en disant Père Noël, on est content que enfin vous retrouviez un peu le sens commun. Voilà, nous forcément, nous on se tape les radiations et tout ça un peu plus que tout le monde, justement avec cette centrale qui est juste à côté. Allons-y, on va la faire péter. Et tout le monde est parti avec les chiens de traîneau. Et surtout, on voit quelques cases plus loin, enfin, le méchant de l'histoire, hein, Mm, mm. qui est à l'origine de tout, qui s'appelle le Greedy Killer Watt. Ça- Et j'ai regardé un petit peu, en fait, ce serait une espèce de parodie d'un personnage, une espèce de mascotte qui a été créé dans les années 70, Oui, enfin, années 50 même, le Ridicule Kilowatt, qui était là pour faire la promotion de l'énergie électrique à l'époque, et qui a aidé, enfin, qui a fait la promotion pour faire une espèce même de surconsommation de l'énergie à l'époque où c'était pas très très cher et pas très compliqué à produire. c'est ça. Et qui ressemble donc totalement en fait à tout simplement c'est une ampoule Un peu de avec surface. voilà avec des pattes et des mains. Et on apprend qu'à la base en fait c'était un humain. Et Hum, qu'en fait, du coup, il était payé, en fait, justement, son travail, c'était, il était payé pour aller dans les endroits remplis de radiation et faire les tâches, eh hum, bien, que personne ne voulait. Il est resté un peu plus longtemps, et donc, il s'est un peu transformé là-bas. Et surtout, on nous apprend donc qu'il travaillait donc dans une usine qui est la Three Miles Island Nuclear ouais. Generating Station, qui est assez connue, eh bien, tout Ça existe simplement parce vraiment. que, ouais, tout simplement parce que, eh bien, en cette année 1979, qui est assez contemporaine de l'écriture de ce numéro, le 28 mars, en fait, justement, il y avait eu une fission Ouais. partielle, je crois, qui avait eu lieu tout simplement sur cette usine-là. Le cœur du réacteur aussi, effectivement, ça avait fondu sur 15 mm. Ça avait réussi quand même à faire prendre le cœur. Pas au point d'atteindre la Chine, hein, ils avaient encore du taf, les mecs. Mm, mm. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le film est sorti 3 semaines avant cet incident. Et donc, a fait une grosse publicité au Ah film oui, aussi, hein. ouais, Forcément, ça a ça permis aide. de. Ça aide, disons, il y avait quand même une espèce de psychose qui est en train de se dérouler. Mais le film, en fait, lui-même, il a été inspiré par les incidents qui ont eu lieu en 70 et en 75. Et à chaque fois, il y a une espèce de brouillon de film qui s'est créé jusqu'à ce que ça aboutisse, que le public soit assez mûr pour qu'on puisse voir rapidement tirer là-dessus. Mais en fait, c'est déjà presque une décennie entière de mini-accidents qui ont eu lieu, Mhm. qui ont bien déclenché le film. Et bon, quelque part, c'était même pas un hasard, entre guillemets, qu'il y a un autre accident qui arrive derrière, parce que voilà, ça arrivait assez fréquemment. Et ça Ouais. n'a fait qu'une caisse de retentissement au film de Mm, mm. Chanel Sandron. Et en tout cas, donc ces radiations ont commencé justement un peu à muter cet humain-là, donc qui est devenu cette ampoule que l'on connaît maintenant depuis Vivante. quelques pages, et Hum, qui surtout bah, se fait railler un petit peu dans la rue, et c'est là qu'il décide, eh bien comme un super vilain lambda, on va dire, de se venger, et donc ouais. allez, on va péter Noël. D'accord. C'est ça, parce qu'il se fait Timon. Et, je crois que c'est ça, ouais. Une femme avec son enfant qui le voit en forme d'ampoule à moitié difforme, il dit non, faut pas le regarder. Et puis il se dit, bah, tout compte fait, je vais leur gâcher Noël maintenant, puisque tout le monde se fiche de moi, je vais péter Noël. Mm, mm. Et d'ailleurs, bah, les portes de la centrale s'ouvrent et c'est rempli d'animaux mutés, donc d'animaux Ouais, forcément du pôle Nord. On a des pingouins, des ours polaires, des phoques, c'est ça. Je crois, apparemment, en tout cas, il y a même une baleine au fond. Je sais pas comment elle tient debout du coup, mais apparemment, oui, il y a des choses assez. voilà. Ouais. Et donc du coup, bah, ça part un petit peu en grosse baston. On a même le Père Noël carrément avec une espèce de machine gun
Ouais, complètement. C'est vrai qu'il est assez ardos quand même là-dessus, avec les Inuits qui se battent à coups de harpon. On a Mm, toujours mm. les jouets qui viennent, donc c'est une grosse bataille entre les animaux mutants de l'Arctique et les jouets du Père Noël. On est quand C'est même dans un ça. truc un peu what the fuck, mais ça marche complètement, on est plus à ça près. Mm, mm. Puis surtout, ça Et fait une super splash page ah oui, pour tout ça. elle est très très belle et surtout, bah, comme d'habitude, Howard, lui, ne participe pas vraiment. Howard, il est là pour faire du commentaire, il n'est pas vraiment là pour participer à l'action, on va dire. Euh, Non, non, ceci dit, il s'empare quand même d'un harpon, il va voir ce qu'il peut faire ouais, c'est à ça. côté de la bataille, toujours. Peut-être on ne sait pas trop si c'est pour s'échapper ou trouver une autre solution. En tout cas, il s'éloigne du champ d'action pour se retrouver face de nouveau au Pinball Wizard qui les empêche de passer. On ne sait pas trop pourquoi. Une Bah, petite bataille s'ensuit et pour, puis en pour- fait, pour- pour le coup, pour le Pinball Lizard, il le dit un petit peu, il souhaite retourner dans les bonnes grâces de son maître, tout simplement parce qu'avec son, oui, son, son échec initial justement dans l'atelier, hum, il a un peu perdu en prestige. complètement. Mais bah, heureusement pour lui, il se fait harponner sur la queue et il reste bloqué dans le couloir pendant qu'Howard et Carol vont vers on ne sait quoi. Enfin, on ne sait quoi. On Vers revient le sur grand méchant. Greedy Killwater. Il est compliqué à dire, n'est-ce pas? Killerwatt, ouais, il est compliqué à dire. Mais donc du coup, ouais, on est un peu dans un truc à la méchante James Bond, là pour le coup, la grande pièce, il y a des ordinateurs un peu partout, Ouais. voilà. Avec le méchant prêt à appuyer sur le bouton pour faire tout exploser. C'est ça, donc Carol un peu lui saute dessus pour l'empêcher qu'il appuie sur le bouton. Apparemment, il a des pouvoirs liés à, donc j'imagine, les radiations. Il arrive Ouais, à il lui balance retenir une espèce Carol. de décharge mi-électrique, mi-nucléaire. C'est un peu compliqué. De toute façon, je pense que c'est pas fait pour que ce soit très clair non Non, plus. non, Carol est éjectée. Howard se jette sur le méchant de nouveau, lui mord d'ailleurs la main. c'est ça. Mais c'est quand même éjecté lui-même. Donc, il y a quand même un gros suspense parce que les deux principaux personnages sont KO. Euh, Lui-même en profite pour essayer de calmer Carol en lui faisant croire que tout va bien se passer, qu'il n'est pas aussi méchant que ça. Pour dernier moment, se jeter C'est ça. sur Et un autre contrôle. c'est ça. Et même que Noël, c'est un peu de la merde, puisque c'est pas. Est-ce que c'est pas le jour de Noël que tes parents se sont gueulés, tout ça. Enfin, tu vois. Ce qui est assez curieux, d'ailleurs, on ne sait pas comment il va être télépathe. Ah oui, ça je, Euh, ça, je ne sais pas. Écoute, ça. Ça lui donne d'autres pouvoirs, du coup, encore. On ne le verra jamais, donc on ne saura jamais un peu trop C'est ça. le véritable attendu de ses pouvoirs. Et c'est. Ouais, bah oui, puisque, eh bien, la page d'après, tout simplement, il se fait tirer dessus en Ouais, pleine tête. par l'elfe solaire, pardon. Et donc, bof, il est C'est mis ça. hors d'état de nuire et instantanément, tous les animaux redeviennent normaux, y compris le Pinball Wizard, qui était en fait un employé humain du Père Noël et qui redevient tout à fait classique. Il avait juste un petit peu mal au derrière, puisqu'il était quand même bloqué Ah, avec un harpon. avec le quoi. harpon dans la queue. Donc, on se demande, une fois revenu humain, jusqu'à quel point ça peut lui faire mal. C'est vrai. Et donc du coup, là on voit la situation qui revient peu à peu à la normale. On voit que donc Killerwatt n'est pas mort quand même, Non. puisqu'on le voit qui est emporté sur un brancard, il parle encore. Et surtout, donc tout le monde commence un peu à faire le point sur qu'est-ce qu'on a appris, tout ça. Voilà, donc le Père Noël veut retourner donc à des méthodes d'énergie plus traditionnelles que la modernité à tout prix. Et du coup, Howard, il est là, il explique que oui, bah c'est. On a appris qu'il fait vachement froid, que le traîneau du Père Noël il est toujours en miettes et que ça va être un long chemin jusqu'à Cleveland quand même. Exactement, ça commence, lui, pragmatique, pardon, et ça commence à être un petit peu long pour lui cette histoire, et il est temps de rentrer à la maison, parce que, mine de rien, même si c'était une happy end, il faut aussi qu'il pense à lui et à ramener quand même à Carole auprès de son père. C'est ça. Et puis revenir auprès de Bev aussi, qui est. Enfin voilà, c'est très important pour lui. Et donc du coup, c'est là que notre elfe solaire donc rappelle qu'il est quand même un petit peu magique. Il récupère en fait un traîneau inuit donc avec des huskies. Et donc du coup, l'elfe en fait utilise un peu de ses pouvoirs, même si normalement selon son contrat il peut pas les utiliser. Mais bon, Il le fait quand même. c'est ça. Et du coup, justement en disant, bah du coup, le seul moyen qu'ils le sachent, c'est si jamais tu leur dis. Voilà, et donc du coup, les voici de retour à Cleveland. Et donc du coup, c'est là qu'on voit donc qu'ils utilisent peut-être un moyen donc pour rentrer donc
peu moins conventionnel que la porte, puisque ce coup-ci c'est directement par la cheminée finalement qu'ils arrivent. Comme le Père Noël. Mhm. Howard a dû prendre des habitudes auprès du vieux gars en rouge, et donc ils descendent par la cheminée avec Carole, avec des cadeaux plein les bras qui viennent forcément du Père Noël. Et la petite Carole se jette dans les bras de son père en disant qu'elle ne déteste pas, qu'elle était juste très très contrariée par le divorce, et que maintenant elle a compris que ses deux parents l'aimaient, et que c'était juste eux, entre eux, qui ne s'aimaient pas, qui ne s'aimaient plus, mais que ça ne changeait rien sur les sentiments qu'elle portait à ses parents. C'est ça. Et donc du coup, t'as un peu les autres qui sont là, mais comment t'as fait Howard Ouais. pour faire autant de psychologie finalement d'un seul coup quand même. Et Howard dit justement qu'il a eu un peu d'aide de deux personnes. Et, euh, et du coup, il explique que si jamais il essayait de le raconter un peu plus en détail, il ne le croirait pas. Et surtout que là, en fait, on voit carrément donc l'elfe qui repart sur le traîneau inuit avec des huskies et le Père Noël qui dit, eh bien, joyeux Noël à tous. Elle est sur une très très belle page aussi, qui ressemble presque pas à du Colan, mais en tout cas c'est très joli aussi, quoi. C'est Alors, sûr. très très belle fin pour un épisode de Noël. Et oui, parce que c'est la fin. Une C'est fin la fin. d'une histoire assez longue, pour le coup. Ah Et ouais, 50 pages, hein, c'est le double d'un comic classique, donc c'est ça. c'est long. Qu'est-ce que... Bah du coup, j'imagine que tu es toujours assez enthousiaste sur l'histoire. Ah bah encore plus maintenant. Non, c'est vrai que je me suis dit, au début, c'est simplement, où il parle un petit peu d'énergie, etc. Mais en fait, ça évoque beaucoup, beaucoup de choses et c'est vraiment symptomatique de cette crise énergétique de la fin des années 70, début 80. Et comme je disais, c'est marrant de voir comme les comics, on en part très, très vite. Oui, Je suis surpris de la part de Mantlo, encore une fois. C'est vrai que je l'aurais plus vu de la part de Gerbert ou d'autres. Mais enfin, je suis tombé sur deux, trois choses de sa part, effectivement, on sent qu'il a quand même une fibre écologique, peut-être pas super développée, mais en tout cas, ça revient dans 3-4 comics qu'il a pu écrire. oui, je pense que ça dépend aussi de la chose qui l'intéresse le plus sur le titre. Et c'est vrai que là, du coup, avec Howard, vraiment la Mm. fibre sociale et l'actualité est forcément quelque chose qui est au centre du titre. Donc, Mm. C'est vrai que c'était un moyen de montrer que, entre guillemets, Ward n'avait pas perdu son âme, que malgré le fait qu'on change de scénariste, c'était plus Steve Gerber qui était très très politique, lui. oui, Lui aussi pouvait écrire des histoires un peu plus engagées. Même si c'est un peu facile, voilà, ça permettait de montrer au lecteur que l'esprit de Ward était toujours présent, quoi. alors, Howard a été un peu facile aussi deux, trois fois. Il y a eu des moments où il a été particulièrement pertinent. Mais par exemple, quand il reprend un peu de Star Wars ou quand il fait du Quack Fu, Oui, c'est ça. il y a eu aussi du facile chez Gerber. Donc on peut le laisser passer à Mantlo, quoi. Ça va. Mais en tout cas, ouais, c'est un vrai bon numéro que je conseille tout simplement à lire. Je pense qu'il fonctionne agréablement bien, les dessins sont vraiment sympathiques. Et pour le coup, ouais, le noir et blanc même lui donne un petit côté. Je trouve que ça marche particulièrement bien dans une histoire de Noël de ce type, où justement t'as beaucoup de neige, du coup forcément le noir et Ouais, blanc ça. ça marche beaucoup. D'un point de vue graphique, ça marche bien, c'est Mm, sûr. mm. Et donc du coup, ouais, mais du coup, j'aimerais bien parler un petit peu de pourquoi c'est un magazine. Vas-y. Bah, c'est vrai qu'on... Écoute, on a déjà discuté, C'est effectivement. ça. Pourquoi on est passé d'un comics plein de couleurs, presque destiné aux enfants, à un magazine assez grand en plus, hein, c'est une taille assez grande au final. Oui, c'est ça, oui, on est sur Format. on est sur du 64 pages en termes de Bon. magazine. Donc du coup, bah, c'est très simple. Quand Howard the Duck a été créé, donc c'était dans une série de comics normale qui a duré seulement jusqu'au numéro 31, puisque à partir de ce numéro 31, en fait, eh bien, la série a été remplacée justement par ce format magazine, euh, dans l'idée en fait d'attirer une audience un peu plus adulte, en fait. C'est pas le seul titre de l'époque qui va faire ce genre de mouvement. On a aussi The Tomb of Dracula. Conan aussi va faire, alors sans arrêter ce coup-ci la version comics va aussi avoir droit à des versions magazines. Bon. Donc du coup on est vraiment sur une mouvance globale de Marvel qui tente de faire ça. Et c'est même un peu plus compliqué avec Howard. Parce qu'il y a quelques petites tractations, on va dire, derrière tout ça. Quelques petits problèmes parfois juridiques même.
Beaucoup de problèmes en fait, hein, entre le fait qu'il se fasse attaquer par Disney parce que Howard the Duck ressemble tout à Donald the Duck, C'est ça, parce qu'apparemment, il y a Donald que Duck, qui peuvent faire des canards, apparemment. voilà, des canards sans pantalon. Mais c'est vrai qu'ils avaient demandé en plus que Howard puisse porter un pantalon pour le différencier un tout petit peu dans les différentes tractations qu'il y a pu y avoir. C'est ça. Bah, Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'Howard porte un pantalon depuis. Il le porte pas encore dans cette version magazine, mais après ça, il va être obligé de porter un pantalon. pour graphiquement se différencier de Donald. Mm, mm. Ce qui est, je trouve, un peu triste. Ça va, c'est vrai que le croupion est vachement sympathique à regarder, mais on s'en sort. Oui, on s'en sort. Et donc, du coup, il y a aussi une autre bisbille, on va dire, juridique. C'est tout simplement son créateur et scénariste principal, donc Steve Gerber, qui justement tente de récupérer justement les droits d'Howard, puisque c'est lui qui l'a créé, et qui voudrait le faire vivre un peu en dehors de chez Marvel. Et non, Marvel dit que non, les droits lui appartiennent, le personnage lui appartient, et ça va commencer une série de petits procès qui, mine de rien, marque pas mal finalement l'histoire des comics. Ah oui, ça fait bouger un peu les barrières, hein, ça fait bouger un peu la clôture au niveau des droits et les droits des créateurs, hein, puisque même Mhm. Kirby à l'époque demandait à avoir au moins récupérer ses planches, à pouvoir lui-même être cité en tant que créateur de beaucoup de personnages, Oui, et puis pas des moindres, on avait quand même les Fantastic Four, Iron Man et autres qui étaient dans la balance, hein. mhm. Donc Howard the Duck, c'était un peu le symbole des droits des créateurs à être un peu crédité, au moins au niveau des personnages, même si c'était du work for hire depuis le début, c'était quand même quelque chose d'important qui a commencé à monter en puissance dans les années 80. C'est ça, oui, on parle beaucoup d'Image, mais c'est clairement pas la première tentative. Et Howard, à un moment, a cristallisé un petit peu toutes ces ambitions-là du côté des créateurs. À un point même qu'il y avait eu même une version qui s'appelle Destroyer Duck, Mm. donc qui avait été fait justement pour payer en fait les frais d'avocat donc de Gerber, Ouais. et où plusieurs artistes avaient joyeusement contribué gratuitement Ouais. pour ce Dont numéro, Jack Kirby, dont Jack à Kirby l'époque, ouais. lui-même. Sergio Aragonés aussi, enfin beaucoup d'autres, mais c'est Mm. vrai qu'on avait un beau panel d'artistes pour soutenir ce mouvement de défense des droits des auteurs. C'est ça, tous ceux qui étaient un peu intéressés par l'idée de garder le contrôle de leur personnage. Sergio Mm. Aragonés a toujours gardé le contrôle de Gru, Ouais, finalement, et complètement. c'est très très bien d'ailleurs qu'il ait pu le garder. Mm. Ah, c'est même là, ouais, où il était apparu en premier d'ailleurs. Mm, mm. Et du coup, ouais, on est donc du coup dans une période un peu compliquée pour Howard. Et je pense que c'est compliqué aussi pour Mantlo. Je sais qu'il y a il y a des lecteurs qui en veulent encore à Mantlo, en fait, tout simplement d'avoir fait des histoires où c'était pas Gerber. Mm. En fait, c'est pas aussi blanc-blanc, enfin blanc-gris, enfin blanc-noir que ça. Il y a un petit peu de gris. Mm, On mm. voit bien que même Gerber avait du mal à écrire aussi rapidement que ce qui était prévu, quoi. Il avait du mal apparemment à Ah oui, oui. courir. Parce que dans le strip de Howard the Duck, dans je ne sais quel journal, il fallait qu'il écrive ça aussi. Et au final, il a été un peu débordé par le succès de Howard. Il avait d'autres titres. Donc il aurait peut-être pas pu Mm, écrire mm. tout ça en même temps. Ah oui, non, clairement. Je pense aussi, par exemple, pour cette histoire justement d'avoir du mal, je conseille toujours de relire le numéro 16 de Howard the Duck, justement, qui s'appelle justement Zen and the Art of Comic Book Writing, donc du zen et de l'écriture de comic book, et Mm. qui justement en fait est un numéro qui s'appelle Deadline Doom aussi, et qui justement en fait dans l'histoire en fait justement il n'était pas prêt, et donc du coup en fait ils ont utilisé un peu le numéro pour essayer de réfléchir un petit peu sur l'écriture des comics. Il y a plein donc du coup de guest artistes, puisque forcément il a fallu le faire un peu rapidement ce numéro, Mm. et donc du coup c'est carrément dans l'histoire. L'histoire c'est Steve Gerber, il n'y arrive pas. Voilà. Et là on est qu'au numéro 16. Ouais, c'est ça. Et ça commence à être compliqué. Bon, c'est vrai qu'aussi, du coup, le format d'un magazine permettait de te libérer un peu du Comics Code et pouvoir Oui, un petit peu de nudité, des trucs un peu plus politiques, mais surtout parfois des filles un peu plus déshabillées que la moyenne, ce qui oui. aurait pas passé du tout dans un comics Marvel assez classique, hein. Disons que le numéro juste après s'appelle Play Duck. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai on a même des canards, hein. Oui,
oui. C'est Bah, canard assez sexy, des cannes assez sexy dans l'histoire. mm, mm. Mais pas que mais pas que des animaux. C'est ça, mais du coup, oui, c'est vrai qu'il se lâchait un petit peu, mais du coup, ça a pu permettre de faire pas mal de choses. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on est dans une version magazine, tout Voilà, simplement du canard. ça a libéré beaucoup de choses. Même si je pense que cette histoire-là en particulier aurait pu, à part le problème de taille, passer parfaitement dans la série comics de base. Oui, sans problème. Je pense que c'était pas le fait de dénoncer, entre guillemets. Enfin, dénoncer pas grand-chose au final, c'est dénoncer un petit peu le danger du nucléaire, mais bon, il y avait des films là-dessus, dénoncer un petit peu Oui, et puis bon, l'avidité, mais enfin bon, il y avait je tellement pense d'autres choses que avant. ouais, Iron Man, Namor et d'autres personnages comme ça sont déjà passés par là à Ouais, cette époque-là complètement. Ouais. dans les comics. Ou même, ça fait déjà 10 ans qu'on en parle, hein. C'est vrai que les premiers numéros vraiment spécifiquement liés à l'environnement, à la protection de l'environnement ou à dénoncer des choses, c'est 69, 70, 71, c'est vraiment les 3 années où il se passe beaucoup de choses. Mm, mm, Donc là, il y avait déjà des choses qui ont été dénoncées à ce sujet-là, en tout cas au moins évoquées. c'est ça. Et donc du coup, bah, je pense qu'on a tiré un petit peu toute la substantifique moelle tout simplement du numéro. Et Complètement. Enfin, c'est assez intéressant, en tout cas, pour une dernière chose, de voir que le terme de Chennai Syndrome, on va le voir dans d'autres histoires, mm, mm, d'autres comics. Alors, je l'ai sous les yeux, mais il y avait le Détective Comics 607, où on a une version de, comment il s'appelle ce personnage entièrement, de Clayface, qui devient radioactif et qui traverse encore la couche terrestre en étant, du coup, en partant en fusion, complètement. Et on a le même type de scénario chez les Metal Men, à un moment donné, où un autre personnage, moi, je crois que c'est Radium Man, qui devient aussi radioactif, mais d'une force assez impressionnante, et qui traverse aussi la couche terrestre. Et voilà, c'est assez marrant de voir qu'on a à chaque fois ce terme de Chennai Syndrome qui revient pour des situations complètement impossibles d'un point de vue oui, physique, mais en tout cas, voilà, on imagine ça à chaque fois qu'un personnage dépasse les bornes d'un point de vue énergétique, pouf, il passe à travers la couche terrestre. d'accord. Bah écoute, bah c'est pas mal. J'imagine que du coup, tu vas pouvoir en parler à un moment. Bah, il y aura de quoi faire un article, je pense que ça fera partie, à mon avis, peut-être du travail que je ferai en 2021, entre Ravage 2099, ça, et peut-être un bel article sur Superman aussi que je prépare depuis un moment, mais bon, ça c'est si le temps me le permet, ce qui est moins évident actuellement. Donc du coup, oui, bah j'allais te demander justement, qu'on allait pas tarder à se quitter, donc justement si tu avais des choses que tu voulais parler, de ce que tu avais fait récemment ou de ce que tu allais faire prochainement. Ce que je vais faire, il y en a beaucoup, c'est-à-dire que j'ai tout un dossier de recherche, d'articles ou autres sur différents sujets qui m'intéressent. Maintenant, il faut avoir le temps à chaque fois. Chaque article me demande au moins un bon mois d'écriture et de recherche. Donc, c'est pas quelque chose que je peux trouver malheureusement comme ça. Mais oui, de la matière, j'en ai pour plusieurs années sur ce sujet de l'environnement et des comics, même si on imagine que c'est vraiment un truc de niche, c'est quand même quelque chose qui est assez fourni et on trouve beaucoup de choses. Bah, quand je me suis lancé à la base sur l'idée de Noël, je pensais pas aussi que j'allais trouver autant de choses au tout début. Mais c'est vrai que quand on commence à fouiller, on trouve finalement quand on commence à fouiller. Bah, c'est la recherche, c'est pour ça encore une fois une richesse des comics, c'est d'avoir non seulement une très courte durée de temps entre les événements et puis leur parution, mais en plus c'est tous les mois, quoi. C'est-à-dire quasiment tous les articles, enfin tous les comics paraissent tous les mois. Donc c'est une masse monstrueuse parce qu'il faut trouver de la matière, donc c'est brassé dans tous les sens, hein. C'est ça. Et donc du coup, on va se dire au revoir là-dessus. Du coup, sur la richesse des comics. Voilà. Et moi, je ne peux que conseiller les gens tout simplement à aller lire tes blogs. Que ce soit donc le cabinet de curiosité Marvel ou Planète écologique, qui sont donc des endroits que je vais lire fréquemment. C'est gentil. Je te l'ai déjà dit, je te le redis, j'aime beaucoup ce que tu écris et justement on sent bien justement, surtout sur Planète écologique, mais même déjà sur le cabinet de curiosité, on sent bien justement tes recherches. Par exemple, je me souviens quand tu parlais par exemple des plaques quadricomiques pour faire les couleurs dans les comics et ce genre de choses. Enfin, t'as énormément de choses qui sont super intéressantes à aller lire en fait. Et merci. C'est vrai qu'en plus j'ai travaillé pas mal avec des imprimeurs, donc ça m'a donné un petit peu d'une base là-dessus. Ah, c'est bien. Non, donc toujours merci pour tes articles et je peux qu'inciter les gens pour tes vidéos. Merci. Voilà. Eh bien, en tout cas, moi je dis du coup à tout le monde, à demain pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et joyeux Noël. Surtout joyeux Noël, salut à tous.